Bonjour tout le monde et bienvenue à Association Libre, un podcast étudiant qui vous propose des discussions en lien avec la santé mentale parce qu'il faut en parler, c'est fondamental. Je m'appelle William McGuire et je suis externe en médecine à l'Université de Montréal. Aujourd'hui au menu, la paire-aidance. La paire-aidance, c'est une pratique dans le monde des soins, autant somatiques que psychiques, où des personnes qui partagent l'expérience de la maladie s'entraident entre elles après s'être formées. La paire-aidance, ça se développe depuis les années 1970 à peu près aux États-Unis, mais c'est une pratique qui prend du coffre ces dernières années, plus particulièrement dans le domaine de la santé mentale, où on remarque que la paire-aidance favorise une plus grande autonomie des patients et elle contribue au rétablissement. Notre invité pour en parler aujourd'hui est un paire-aidant lui-même et j'ai nommé Richard Breton. Richard est un paire-aidant unique en son genre et avec qui ça a été fort agréable de discuter parce qu'il possède un bagage qu'il va nous partager avec une grande générosité. Le but de cet épisode n'est pas d'explorer la maladie de Richard et son passé difficile. Au contraire, vous verrez que notre discussion met l'accent sur le fait qu'il est possible d'aller de l'avant dans la vie malgré la maladie mentale. Ayant vécu un parcours de soins en santé mentale, Richard nous parle aujourd'hui de ses emplois, dans le domaine de la santé mentale d'ailleurs, de ses occupations, de ses études universitaires, et il nous fait part de ses visions sur différents enjeux en santé mentale. Il nous parle aussi de quelque chose d'assez flyé et franchement d'ultra intéressant. Il nous parle de l'utilisation de la réalité virtuelle en psychiatrie avec la thérapie Avatar. Richard a un discours qui ébranle les préjugés, qui donne de l'espoir, qui déstigmatise les troubles de santé mentale et qui permet de revisiter nos perceptions des instituts qui offrent des soins en santé mentale. Richard vous invite à faire un don à la Société québécoise de la schizophrénie ou à la Fondation Pinel. Écoutez le podcast d'aujourd'hui et je pense que vous serez largement convaincu de la pertinence de faire un don à l'une ou l'autre ou les deux fondations. Je vous donne tous les détails sur ces organisations-là à la fin du podcast, leur mission et comment faire un don. Vous trouverez aussi des liens en description. Donc, partagez le podcast avec le hashtag SQS ou le hashtag « Certaines maladies sont moins visibles » au pluriel. Parlez-en si vous appréciez le podcast et faites-nous part de vos associations libres en commentaire ou par courriel au associationlibres.podcast@gmail.com. Maintenant, assez de blabla, je vous laisse écouter notre épisode avec Richard, un paire-aidant, et je vous souhaite une bonne écoute tout le monde. Bonjour tout le monde, bienvenue à Association Libre. Aujourd'hui, on a un sujet que je trouve particulièrement excitant. On va parler de la paire-aidance. Donc, la paire-aidance en psychiatrie, c'est un sujet qui est de plus en plus étudié. Je dirais que c'est un thème qui est assez avant-gardiste là, dans le monde de la psychiatrie actuellement. C'est vraiment super intéressant sur le plan de la recherche. On a beaucoup de choses à apprendre là-dessus. Mais aujourd'hui, j'ai un invité avec qui ça va être possible d'en parler d'un angle tout à fait différent. Donc, non pas seulement à partir d'une perspective théorique, mais plutôt pratique. Donc, j'ai la chance d'avoir avec moi Richard Breton, salut Richard, qui est un père aidant. Fait que, Richard, avant de commencer, je te remercie vraiment du fond du cœur d'être ici avec nous aujourd'hui. Je trouve ça vraiment super de la manière que tu m'as répondu. Puis en passant, on se tutoie parce que ça fait un petit bout qu'on se parle. Hein? On a échangé plusieurs fois, puis on s'entend super bien. Là. Fait que merci d'être là. Merci. Richard, pour commencer, je veux que les gens qui nous écoutent savent, qui apprennent un peu qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans la vie. Fait que pour commencer, juste parle-nous brièvement de toi. Donne-nous une petite étape, une petite description des étapes de ta vie. Là. On m'a déjà demandé ça de raconter 55 ans en 5-10 minutes. Là. C'est quasiment pas faisable, là, mais j'ai justement fallu que je prenne des notes parce que je vais aller vite. Disons, je viens d'une famille de militaires. Mon père était militaire pendant 12 ans. Mon grand-père était dans la Deuxième Guerre. J'ai 3 mononcles, 2 ma tante. Que disons, c'est une vie familiale. J'ai été élevé sur une base. Je suis né sur une base. À vers 8 ans, mes parents se divorcent. Mon père était un peu courroyeux. Après ça, on a passé 1 an avec ma mère
comme monoparentale en 1973. Une femme monoparentale, 3 enfants, là, du craft dinner, je suis plus capable. À cette heure aussi, après ça, mon père est arrivé pendant 1 an qu'on a resté avec ma mère. Il n'est pas venu nous visiter. Que là, il arrive et il nous annonce qu'il a le cancer et qu'il va mourir. Que là, il s'en va. Que là, je m'en vais rester avec lui parce que j'étais le plus vieux. C'est moi qui prenais la décision pour mon frère et ma soeur. Fait qu'une enfance qui a roulé vite, il est arrivé plein de choses dans la famille. Puis là, t'es arrivé à un moment donné à une autre étape où toi-même, donc t'étais dans une famille d'armée, puis comme tu me contais, à un moment donné, tu as décidé de faire le grand saut toi-même, mais tu n'étais même pas majeur. Là. Non, j'avais 17 ans. Là. Moi, j'ai resté 5 ans avec mon père en Gaspésie. C'était comme 5 ans d'enfer. Puis après ça, il m'a mis dehors à 14 ans. J'étais resté avec ma mère. Une chance, ma mère m'a repris. Elle avait remarié un autre militaire. Puis là, c'est ça, à 17 ans, j'ai demandé à ma mère de signer pour rentrer dans la milice. C'est ça, parce que normalement, un mineur ne peut pas rentrer dans l'armée. Non, c'est ça. Même quand j'ai passé mes recrues, j'avais passé mes cours à Ottawa, puis on était à Gatineau pour célébrer, mais j'avais 17 ans, que là, ils ne laissaient pas rentrer dans les bars. J'étais assez vieux pour aller mourir pour mon pays, mais pas assez vieux pour aller prendre une bière. C'est drôle à dire, mais c'est ça que... Mais c'est vrai que ça n'a pas vraiment de bon sens. Sauf que moi, ma compréhension de ça, c'est que l'armée, c'était quelque chose qui coulait dans tes veines depuis que tu étais né. J'ai rentré pour des paquets de mauvaises raisons, on dirait. Des mauvaises raisons, OK. Moi, je peux dire, je voulais faire peur à Terry, mon beau-père, mon deuxième père, parce que lui, il avait fait une carrière de l'armée, que je voulais qu'il soit fier de moi. Puis il m'a sauvé, cet homme-là. Il avait un cœur énorme, là. Ouais. Puis mon père, je voulais montrer que j'étais capable. Il me disait tout le temps, rentre pas dans l'armée, t'es trop tête de cochon, tu sais. Puis pour ça, j'aime voir les côtés positifs. Mon père disait, j'étais tête de cochon. Moi, j'aime mieux dire persévérant. Tu sais, c'est les mêmes traits, mais c'est un côté, c'est négatif, l'autre, c'est positif. Mais, tu sais, puis aussi, je voulais plus jamais manger de volée. Tu sais, je voulais plus jamais avoir peur. Puis que j'ai dit, mon père, j'avais peur de mon père, parce que quand j'arrivais de chez nous, c'est des volets constants. Tu sais, comment je peux dire, en tout cas, je voulais plus avoir peur. Mais donc, tu sais, moi, je te l'avais dit d'emblée quand on s'en était parlé, ce serait facile, tu sais, de parler en détail d'un paquet d'affaires difficiles que tu as vécues, puis probablement que ces choses-là, tu sais, t'ont construit, puis on fait ce que tu es devenu aujourd'hui, mais, puis je pense que tu étais du même avis, on veut vraiment se parler aujourd'hui de ce qui s'est passé en avant. Hein? Donc, d'avoir la discussion qui est plus constructive, puis montrer à quel point ces choses-là qui étaient négatives, qui t'ont marqué, parfois même traumatisé, ont pu faire de toi aujourd'hui quelqu'un qui peut aider avec ça. Hein? Oui, bien c'est juste ça. Oui, c'est comment je peux dire ça. Moi, je trouve qu'on peut avoir une situation négative, puis en prendre des positifs, tu sais, comment je peux dire ça, je sais pas, je me pousse tout le temps. Je me pousse tout le temps, tu sais... Je sais pas, c'est plus fort que moi, là, mais c'est... Mais donc, pour que les gens qui nous écoutent comprennent, t'as eu cette enfance-là difficile, tu t'es ramassé dans l'armée alors que tu étais mineur, tu as fait ça quelques années. Mais là, comment, après ça, c'est quoi les grosses étapes après, là? J'ai fait 6 ans, mais vers 20 ans, j'avais une panne, en tout cas, j'ai eu une panne amoureuse, puis j'ai fait une tentative de suicide. Puis c'est là où les voix, j'étais l'autre bord, puis quand je suis revenu, c'est là où les voix qui ont commencé, la voix du diable que j'aimais pas beaucoup. Donc, là, les voix que tu entendais. C'est ça. Quand je me suis réveillé, au début, le docteur, il disait que c'était toutes les drogues, j'avais parlé, puis il a dit non. Puis en tout cas, j'en avais parlé à l'armée, puis il avait marqué le début de schizophrénie. Que là, à un moment donné, c'est ça, j'ai sorti 6 ans après, j'ai rentré en 82, j'ai sorti en 88. Puis là, tout de suite après, j'ai rencontré Daniel. Tu sais, on a tombé enceinte. Donc, ta femme du moment. À ce moment-là, on était mariés, mais on était ensemble 12 ans. On a eu 2 enfants, puis j'ai un petit-fils aujourd'hui. Puis c'est le vert, c'est ça. Puis c'est ça, j'avais la schizophrénie dans l'armée. L'armée avait marqué le début de schizophrénie. Tu sais, mais je les ai actionnés bien des années après, puis c'est à Star qui paye pour tout. Là. Tout ce qui a rapport à la schizophrénie, c'est l'armée qui paye. Mais c'est ça, j'étais 12 ans avec Daniel, puis c'est vers 2000 où mon grand-père tombe malade. Puis il faut aussi dire, j'entendais les voix, mais je travaillais des 40 heures, mais comment je m'auto-médicamentais. J'arrivais le soir, puis ça me prenait mon joint pour dormir, puis ces choses-là. Là, mais j'ai quand même 12 ans. Puis là, on arrive au tournant des années 2000. 2000, mon grand-père tombe malade. Tu vis encore des choses difficiles sur le plan personnel. Oui. Et à ce moment-là, tu vas revivre d'autres épisodes de soins. Ben c'est ça. Comment je peux dire ça? C'est ça. Mon grand-père décède, je perds mon emploi, ma femme me quitte avec les 2 enfants, je perds la maison, je m'en vais dans le nord, dans un chalet. Au printemps 2001, le printemps puis l'été, puis rendu fin l'automne, début l'automne, mon demi-frère dit qu'il faut que tu quittes le chalet. Tu sais, j'allais pas bien, là. Puis là, donc, tu avais une rechute de la maladie, tu n'allais pas bien. Tu es tout seul dans ce chalet-là, dans les Laurentides. Oui. Puis là, j'étais dans une tente parce qu'il fallait que je quitte le chalet. Puis là, j'avais juste 530 de bien-être dans le temps-là. J'avais pas de contrainte, rien. Que j'avais une carte de crédit, j'avais mon cellulaire. Que, tu sais, j'ai dit, moi, je peux vivre dans le bois. J'ai trouvé ça plus facile de vivre dans le bois que venir à Montréal qui a été de l'argent. Tu sais,
l'armée m'a tout enseigné que j'ai besoin pour survivre, que je sais que je pouvais le faire très facilement, puis j'aime pas vivre sur en tout cas, la charité des autres, là, tu sais. C'est pas une personne hyper autonome. Oui, c'est ça, que j'ai pris ma tente, j'étais dans le bois, j'ai dit, j'ai pas de loyer à payer. Que je me suis livré à la police en mars, que j'ai passé tout l'automne, tout l'hiver dans une tente d'été avec des pôles, avec mon chien, un grand danois dans le temps, là. Pas d'électricité, pas d'eau, pas de, tu sais. Puis c'est dans les mois, les années qui ont suivi que là, tu as vécu des épisodes de soins, puis là, je peux le dire parce que t'es ici pour qu'on parle de ça. T'es passé notamment par l'Institut Philippe Pinel. Tu as été patient là durant plus d'1 an. Après avoir eu des épisodes de soins à Pinel, pour les gens qui ne savent pas, donc Pinel, un hôpital à sécurité maximale là, qui est dans l'est de l'île de Montréal. On aura l'occasion d'en reparler plus tard. Puis, donc, tu as quitté Pinel ensuite pour aller vivre dans une résidence supervisée. Puis, tu as été là durant plusieurs années. Oui. Puis, si on peut dire, c'est de la manière que moi j'ai compris ça, c'est à partir de ce moment-là où, tu sais, tu as entamé ton rétablissement, puis tu as fait un paquet de choses. Hein? Fait que je veux vraiment que notre épisode d'aujourd'hui serve à parler de ces paquets de choses-là parce que, franchement, c'est extraordinaire. Puis c'est pas uniquement ma perspective. Je suis convaincu que les gens qui nous écoutent vont partager cette idée-là parce que c'est extraordinaire. Moi, je dis souvent, j'ai pas de mérite. Là. C'est ma force vient d'en haut. Ma force vient d'en haut. Là. T'en as, crois-moi. Là, je trouve vraiment que tu es une grande personne. Là. Donc, on comprend d'où tu viens, grosso modo. OK, une enfance difficile, tu as eu différentes étapes de soins dans ta vie, des rechutes à des moments que tu as eu à la dure, mêlé à ça des problèmes de justice qui ont fait en sorte justement que pour une étape, ce soit à l'Institut Pinel que ça se passe pour toi. Puis ensuite, les résidences pour le rétablissement. Maintenant, aujourd'hui, on est en 2020. C'est quoi que tu fais de ta vie, Richard Breton? C'est quoi tes occupations actuelles aujourd'hui? Aujourd'hui... Moi, je trouve que ça, là... j'en ai fait plusieurs. En tout cas, comment je te dis, là, présentement, je travaille 4 jours semaine pour la Société québécoise de la schizophrénie comme intervenant par EDAN, puis une journée aussi à l'Institut Philippe Pinel comme intervenant. Fait que là, je veux faire un point là-dessus. Là. L'Institut Philippe Pinel, ça existe depuis 50 ans. OK? T'es la première personne de l'histoire de cet institut-là qui est employé à Philippe Pinel et qui était anciennement un patient. Oui, okay? C'est vrai. C'est franchement extraordinaire. Félicitations. Faut que tu le prennes, là. Félicitations, Charles. À part de ça, je pense que tu as fait plusieurs conférences, des témoignages. C'est ça, j'ai fait quoi? J'en oublie tout le temps, il faut que je les marque, là, mais c'est ça. J'ai travaillé 15 mois aussi au CLSC des Faubourgs, au centre-ville, dans une équipe CIM de suivi intensif dans le milieu. Fait que ça, c'est des équipes qui vont suivre directement en communauté les gens. Les clients, oui, on avait comme une soixantaine de clients, puis on va chez les patients pour remettre la médic ou pour faire les suivis et tout ça, pour les aider à avoir un logement, trouver un logement, puis être stable, puis autonome, là, tranquillement. C'est ça. Fait que là, toi, tu es là comme sur les équipes de soins comme intervenant. Là. C'est ça. J'étais 15 mois là. Toute notre clientèle venait de OBM, Oberoi Mission, qui avaient tous des problèmes de santé mentale. Ils ont eu toute une période d'itinérance, puis je dirais comme 70-80 des problèmes de toxicomanie, des variables. Fait que toi, tu te promènes dans le centre-ville de Montréal avec ces équipes-là, puis tu vas intervenir auprès de ces gens-là. Exactement, oui. J'ai fait ça 15 mois. C'est ça, puis là, j'ai transféré pour la SQS. Pour la SQS ensuite. Tu as été sur différents comités d'administration aussi? J'en ai fait. Quand j'ai sorti de Pinel, j'étais avec la résidence Fleury, c'est un département supervisé, j'étais là 9 ans, mais j'étais sur le conseil d'administration pendant 9 ans, justement, le conseil d'administration de la résidence Fleury. J'étais 5 ou 6 ans sur le conseil d'administration du CIPRES, c'est un organisme en suivi communautaire. C'est comme une équipe CIM, mais dans le communautaire. Okay. J'ai été aussi 1 an sur le conseil d'administration du PAS, c'est Perspective Autonomie en santé mentale. J'ai été aussi 3 ans sur le CA de Pinel. Il y a une couple d'années, le CA de Pinel, le conseil d'administration, le comité de vigilance et qualité et aussi le comité des usagers. Okay. J'ai été aussi comité des usagers de l'OUIH. J'ai été 2 ans administrateur, 3 ans vice-président puis 1 an président. En tout cas. Fait que tu n'étais pas fini de t'impliquer. Non. Ben justement, à soir, c'est comme du surplus encore. Oui. Puis d'ailleurs, on te remercie pour ça. Ça fait plaisir. Évidemment. Ça peut déstigmatiser la santé mentale. Là. Exactement. Puis c'est pour ça que tu es ici, Richard, parce que je pense qu'ils sont rares les personnes aussi bien placées que toi pour envoyer le message que je veux envoyer avec un épisode comme ça, c'est que il y a d'autres manières de voir la santé mentale, le diagnostic, il y a d'autres manières de voir les gens qui souffrent de ces maladies-là, et il y a d'autres manières de voir surtout les institutions qui hébergent les gens comme toi pour des périodes dans leur vie où ils ont le plus besoin d'aide. Okay? Oui. Fait que le fait que tu sois ici pour parler de ça, je pense que ça nous aide beaucoup à mettre l'épaule à la roue
pour cet effort-là de déstigmatisation? Bien, justement, la santé mentale, surtout, on ne parle pas avant le COVID, là, il disait que ça touche 1 personne sur 5. Ça veut dire, dans l'autobus, quand je prends l'autobus, là, c'est sur 40 personnes, ça fait 8 personnes. Ouais. Puis là, ceux qui vont à l'école, ça, c'est avant le COVID, il disait c'est 2 personnes 5. Ceux qui vont au cégep, au secondaire ou même à l'université, ça touche 2 personnes sur 5, la santé mentale. Ça veut dire 16 personnes dans l'autobus. Puis là, avec le COVID et tout, on connaît tout un ami, un proche, un membre de famille ou quelqu'un qui est touché, que ça, dans le fond, ça touche 5 sur 5. Tu sais, puis c'est important, notre santé physique, mais aussi notre santé mentale, c'est super important. Les deux vont ensemble. Là, Tout à fait. Tu peux pas négliger un sans l'autre. Là. Tout à fait, tu as raison. Puis ça, c'est super intéressant. On va y revenir tantôt, justement, tes perceptions sur la santé mentale et les conseils que tu as par rapport à ça. Juste rapper rapidement, dans tes occupations, donc on a parlé de la SQS, de Pinel, tu as été sur différents CA, tu as donné des témoignages aussi. Ça, je trouvais ça super intéressant. Donc, tu as donné des témoignages et je pense que tu continues d'en donner pour les gros corps de police, la Sûreté du Québec, le SPVM. Moi, j'en ai 3 en novembre, mais si ce n'est pas annulé à cause du COVID, mais j'en ai fait 9 ou 10 en 2019, avant le COVID, pour la SPVM. Là. Fait que ça, c'est super intéressant, puis c'est d'actualité, en fait, parce que on entend... souvent, quand il va y avoir des interventions policières auprès de personnes avec un état mental perturbé, disons... il y a 40 000 appels par année, juste à Montréal. Ça fait comme en lien avec la santé mentale? Et juste lien avec la santé mentale, puis ça fait comme une centaine d'appels par jour. Que là, avec, c'est énorme. Justement, avec la SPVM, c'est les équipes RIC, Réaction, Intervention, Crise, que souvent, je leur dis, prenez le temps. Des fois, les personnes... Tu sais, en santé mentale, tu sais, il y a bien des gens, puis ils ont coupé énormément dans le système, je veux pas, tu sais, mais... Puis là, ben, tu sais, souvent, les patients, ils veulent baisser leur médication à cause des effets secondaires, puis souvent, certains médecins sont réticents, que souvent, tu sais, en tout cas... juste pour sentir, c'est drôle à dire parce que les pilules coupent les émotions, tu sens rien. Moi, ça a pris 14 ans avant d'être capable de pleurer la mort de ma mère. Pourtant, tu sais, quand je suis sorti de Pinel, 6 mois après, ma mère est décédée, puis ça m'a pris 14 ans à être capable de pleurer. C'est drôle à dire, là, j'aime pas pleurer, mais ça fait du bien. Mais là, ce que tu veux nous dire, dans le fond, c'est que les gens en communauté, des fois, peuvent avoir des états qui sont un petit peu décompensés, si on peut dire ça comme ça. Dérangeants. Puis c'est les services de police qui vont être au premier rang, dans le fond, pour aller intervenir auprès de ces gens-là. Donc, 40 000 appels par année, 40 000 appels par année, c'est ça? Ouais. Tu le dis, c'est énorme, ça fait beaucoup d'appels par jour. Donc, on comprend l'importance que les policiers qui sont au premier rang soient sensibilisés aux enjeux de santé mentale puis comprennent un peu de quelle manière il serait préférable d'intervenir ou qu'ils soient au moins sensibilisés à la perspective que peut avoir quelqu'un qui a passé par là finalement. Fait que c'est une job super importante, je pense, que tu fais auprès d'eux. Puis c'est d'actualité parce qu'on en entend souvent parler. Tu sais, peut-être que les policiers manquent de formation en santé mentale. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui est fait dans ce sens-là. À l'École nationale de police, j'ai lu différents articles qui nous montrent qu'ils essaient de faire des pas de l'avant dans cette direction-là. Mais ça reste pas évident. Oui. Puis finalement, une autre chose que je veux que tu nous parles, c'est ton retour à l'université. C'est capoté. Fait que t'es retourné à l'université à quel âge? 52 ans. À 52 ans. T'es allé étudier en quoi? Le cours que j'ai fait avec l'Université Laval, c'était avec l'association québécoise, c'est la paire de père aidant. C'est le cours de père aidant qui est reconnu selon le ministère. J'ai fait celui en 2016. Après ça, j'ai fait le cours avec l'Université de Montréal. Ça, c'était mentor et père aidant. Lui, il donnait 10 crédits universitaires à la faculté de la médecine. Puis ça, j'ai complété ça en 2018. Okay. Puis c'est ça, j'ai aussi fait en 2019 justement un cours avec McGill, mais ça, c'est finances personnelles. Là, mais c'est juste un certificat. Là, mais, Puis à Montréal, tu as fait le programme, le micro-programme de premier cycle en santé mentale, mentorat et père aidant. Fait que, c'est un programme universitaire qui sélectionne des candidats un peu comme toi, qui ont un vécu en santé mentale, qui sont intéressés à devenir père aidant. Puis donc, il y a des cours, il y a des projets, des activités. Puis ensuite, vous êtes mis en milieu de stage où vous allez aider directement les gens. Oui, c'est ça. C'est quand même... c'est quatre cours. Chaque session, il y a un cours. Puis c'est quand même 10 crédits. Je ne me trompe pas. Il y a 3 cours à 3 crédits. Puis il y a un cours, je pense, la stage est un crédit. Mais c'est ça. Ça, c'est avec celui de l'Université de Montréal, oui. OK. Super intéressant. Encore une fois, là, je pense que c'est bien. Une chance que j'avais, quand j'ai rentré à l'université, j'ai rentré comme étudiant libre parce que j'avais juste une attestation puis un DEP. Que j'ai fait tous les examens, tous les travaux, mais tant que j'ai pas fait le test d'équivalence ou le test de l'équilibre, tous les travaux, les examens sont tous faits, mais moi, je peux dire ça.
En tout cas, il ne me donne pas le diplôme officiel. Il manque le papier, mais dans ton cas, ça ne change rien parce que tu travailles à temps plein comme père aidant. C'est ça, exactement. Ouais. D'ailleurs, on va parler de ça. Donc, ton travail comme père aidant auprès de la SQS. Juste clarifier un petit peu le rôle de la SQS. Donc, la Société québécoise de la schizophrénie, c'est un organisme communautaire à but non lucratif. Ça a été fondé en 1988. Puis sa mission, c'est d'améliorer la qualité de vie des personnes touchées par la schizophrénie et les psychoses apparentées qu'ils appellent. De quelle manière ils font ça? Ils font des activités éducatives et de soutien, ils font de la prévention, ils font de la sensibilisation publique et ils participent, dans la mesure du possible, aux politiques gouvernementales, puis ils essaient de contribuer à la recherche également. Donc, c'est une mission qui est assez large, puis la SQS compte 800 membres à peu près partout à travers le Québec. Maintenant, Richard, toi, tu travailles 4 jours par semaine pour la SQS. C'est quoi ta job? Qu'est-ce que tu fais? On fait des groupes d'entraide, surtout à ce temps avec le COVID. On fait beaucoup de groupes d'entraide dans l'après-midi, dans la soirée. Je fais aussi des groupes d'entendeurs de voix parce que j'ai animé 2 groupes pendant 2 ans dans mon passé. Fait que ça, c'est quoi? Exemple, cette semaine, tu as travaillé? Oui. Est-ce que tu as travaillé aujourd'hui ou hier? Aujourd'hui, j'ai travaillé pour la SQS. Le matin, j'ai fait mes statistiques puis mes feuilles de paye. Puis l'après-midi, j'ai fait mon bénévolat parce que je fais quand même du bénévolat quand même. Là. Puis les activités que tu fais en tant que père aidant à la SQS, c'est quoi? Mettons, tu nous donnes un exemple. Des groupes d'entraide, on est plusieurs, soit en Zoom, là, puis là, souvent, c'est... En Zoom, présentement, à cause de la pandémie, mais exactement. Je comprends que... c'était en personne avant, là, c'est ça. Puis aussi, à l'été, on faisait toujours une fête champêtre, là, pour les ramasser des dons et tout ça, mais, il y avait toujours des hamburgers, des hot dogs, des merguez, la liqueur, puis tout ça, puis on faisait toujours une fête de Noël où il y avait toujours des repas traditionnels puis des cadeaux qu'on faisait, tu sais. Puis c'est 15$ pour être membre pour l'année. Tu sais, tu peux même pas aller chez McDo puis commander un trio avec un chausson aux pommes, là, que, c'est dur à battre, là. Puis t'as accès à 2 pères aidants, il y a moi puis Simon, 2 pères aidants famille, Céline puis Sylvie, si je me trompe pas, Fait qu'eux, dans le fond, il y a des pères aidants comme toi, donc des gens qui ont la maladie et qui aident des gens qui ont la maladie, puis il y a des pères aidants, entourage, famille, c'est ça, donc les proches des gens qui sont atteints de la maladie et qui vont aider des proches des gens qui sont atteints de la maladie. Oui, on donne des formations, on fait des groupes d'entraide, on a des paquets de documentation, de la littérature, on donne des formations, des paquets de choses qu'on offre comme service. Là. Fait que toi, plusieurs fois par semaine, tu vas avoir, je ne sais pas si on peut appeler ça des entrevues, mais tu vas interagir avec des gens qui ont la maladie. Oui, on peut faire des rencontres 1 sur 1, on peut faire des rencontres de groupe ou des suivis avec des personnes. Comme à Pinel, des fois, je fais des suivis avec des clients. Okay. Moi, j'aime mieux dire client que patient ou usager. Là, c'est ça. Puis, si tu avais à un peu... essayer d'expliquer simplement c'est quoi un père aidant, puis c'est comment que ça joue son rôle. Comment je peux dire ça? Moi, mon but, c'est que la personne se sent utile puis qu'il soit heureux. Tu sais, dans le fond, comment je peux dire ça? C'est bien simple. C'est pas vrai que... Que le patient, que le client... le client, oui, c'est ça. Je veux dire, comment je peux dire ça? C'est pas tous les clients qui ont une grosse médication qui peut faire 40 heures. On va selon le rythme du client. Mais si il ne se sent pas en forme pour travailler, mais fais du bénévolat. Garde-toi occupé. C'est des paquets de facteurs. Puis quel est ton rôle, toi, par rapport à lui? L'insuffler l'espoir, comment je peux dire, ça, je pense que tu le fais très bien. Je suis sûr que tu en donnes de l'espoir. C'est trouver ses propres outils. Souvent, on a déjà les outils. C'est juste comme faire un filet de sécurité puis un coffre d'outils. Une façon de... C'est comme... C'est pas juste prendre la médic qui fait qu'on va bien, c'est fait prendre de la marche, va prendre de l'air. Fait que tu donnes des trucs. Oui, dans le fond, c'est des trucs que moi, que j'ai découvert en piochant, puis les formations que j'ai eues, que dans le fond, je retransmets à mes pairs, là, ceux qui cool. C'est comme, c'est comme si je monte une échelle, puis il y en a qui m'ont pogné par le collet, puis ils m'ont aidé à monter, mais là, c'est à mon tour à me baisser le bras, puis à pogner un autre par le collet, puis le remonter, excuse. C'est une méchante belle image, ça. Fait que toi, t'essaies de faire un peu comme d'autres ont fait pour toi. Exactement. De les prendre puis de les aider à s'élever avec les trucs qui se sont montrés bénéfiques dans ta vie à toi. Exactement. OK. Fait que tu fais ça à temps plein. Oui. Wow. C'est vraiment génial. Donc, tu sais, je pense qu'il n'y a aucun doute à l'idée que c'est un travail qui est utile, ce que tu fais. Maintenant, je me questionnais à savoir comment est-ce que les patients répondent à la père aidance. Comment les gens que tu rencontres pour la première fois, là, comment est-ce qu'ils réagissent à ça? Le fait que quelqu'un qui va bien comme toi là, vienne les voir et leur donne des trucs et tout ça, est-ce qu'ils répondent favorablement
ou non? Ou qu'est-ce que tu observes? La majorité, je dirais la majorité, ils répondent bien. Déjà, le premier père aidant, c'est à Pinel, là, c'est déjà gros. Là, déjà, ils ne pensaient pas possible. Même si tu m'aurais dit il y a 16 ans, là, quand j'étais hospitalisé, là, que j'allais être père aidant dans 16 ans plus tard, là, j'aurais roulé à terre en riant. J'aurais ritoué. Jamais que j'aurais cru ça. Si tu m'aurais dit ça il y a 16 ans, que je serais père aidant, non. Que je retournerais à l'université, non, je t'aurais cru. Là. Okay. Je sais pas, c'est comme... Souvent, je dis, c'est un pied devant l'autre. C'est un jour à la fois. Puis si c'est un jour, c'est trop long, 1 heure à la fois. Puis si 1 heure, c'est trop long, c'est 1 minute. Puis quand que j'allais à l'université, souvent, je me regardais en live, je regardais comme l'université comme but. Puis là, je me faisais juste baisser la tête, puis je faisais juste concentrer à avancer les pieds, un pied devant l'autre. De temps en temps, je me lève la tête, je peux plus proche. Puis là, je fais juste me concentrer à un pied devant l'autre. Puis laisse faire les autres. Moi, je peux dire ça souvent. Je dis, j'ai une coquille dure, il n'y a pas une insulte que quelqu'un peut me dire que mon père n'a pas déjà dit. Comment je peux dire que, disons, ça rebondit, que ça prend quelqu'un pour aller devant les... Moi, ça ne me dérange pas, j'ai une carapace, qu'on va me dire, là, que ça prend quelqu'un d'aller devant les mondes et dire, écoute, c'est pas à cause d'un diagnostic de santé mentale que tu peux pas contribuer, tu peux pas... Pendant 15 ans, je le faisais bénévole. Pendant 15 personnes. C'est drôle à dire, c'est quand quelqu'un a un diagnostic, c'est drôle à dire, souvent, il est schizophrène, mais la personne elle-même, là, quand tu reçois un diagnostic à 20 ans, tu es schizophrène, mais c'est bien des deuils, sans le vouloir. Là, même si c'est une des premières étapes du rétablissement, c'est choc ou déni. Souvent, choc, non, j'ai la schizophrénie. Puis souvent, c'est qui va engager un schizophrène? Qui va marier un schizophrène? C'est bien des petits deuils. Puis même la médication, des fois, est tellement forte là, que oublie la libido. Là, moi, à 35 ans, on me prescrivait déjà du Viagra. C'était leur solution. Là, c'était non. Mais comment je peux dire ça? C'est négocier ta médic, parle des effets secondaires, parle des affaires que tu n'aimes pas, puis négocie ta médic. Si tu as une médication que tu aimes, puis ton médecin aime, c'est gagnant. Moi, j'appelle ça ta formule gagnante. Puis, prendre une marche, faire de l'air, du sport. Si tu veux pas aller courir un marathon, mais fais au moins une demi-heure de marche. De prendre de l'air, des animaux. Les animaux, c'est la zoothérapie. C'est un paquet de toutes des petites choses ensemble. C'est juste donner des trucs. Puis prendre... Chaque personne est différente. C'est plusieurs choses, une approche comme globale. C'est ça. Puis prends qu'est-ce qui te fait du bien, c'est ça. La manière que tu viens de nous parler des difficultés qui viennent avec la maladie, c'est excessivement parlant pour moi. Tu as parlé des deuils qui viennent avec ça. Tu as parlé du fait que, puis là, je te cite, là, qui c'est qui va engager un schizophrène? Fait que, il y a un paquet... C'est lourd, les embûches qui viennent avec les diagnostics en santé mentale. Puis c'est justement pour ça qu'il faut participer à l'effort de déconstruction de ces problèmes-là. Moi, une question, c'est droit de dire que quand tu rencontres quelqu'un de nouveau pour la première fois, dans les 3 premières questions, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis moi, je détestais cette question-là parce que là, je dis, mais je suis en invalidité. Là, il te regarde, mais t'as l'air en santé. Comment ça se fait que t'es invalide? C'est ça. Puis là, il dit, là, j'ai un problème de santé mentale. Puis là, ça dit, non, tu veux pas aller là. Tu es comme un étranger. Puis souvent, à cette heure, j'ai trouvé, ça a pris du temps. Là, mais quand il te pose la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je fais mon possible. Je fais mon possible avec ce que j'ai. Ben oui, c'est ça. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Oui, c'est exactement. Puis, je pense qu'en faisant ce podcast-là, pour les gens qui nous écoutent, ça va probablement en éveiller certains à la possibilité que c'est pas justement parce qu'on a un diagnostic qu'on peut plus être utile, qu'on peut pas s'en aller vers le rétablissement puis faire un paquet de choses qui viennent en aide aux autres. T'es probablement un des meilleurs exemples que j'ai vu de ma vie pour ça. Donc, tu nous as aussi dit que généralement, les patients répondaient... Les clients répondaient assez bien à ça. Même surpris, des fois. T'es surpris comment ils répondent bien. Hein? Oui. Est-ce que c'est arrivé qu'il y en a qui veulent rien savoir? Comment je peux dire? Des fois, comment je peux dire ça? Souvent, il y en a toujours qui sont réticents. Comme il y a choc et déni. Déni, j'ai pas de problème de santé mentale. C'est dans votre tête, vous êtes tous... Ça, c'est le déni. Puis souvent, les autres sont plus résistants avant c'est comme accepté. Des fois, souvent, je vais faire du reflet. Tu fais telle action. Souvent, des fois, ils ne réalisent pas, des fois, que juste faisant du reflet, des fois, puis en faisant réaliser. Mais probablement qu'avec le temps, puis au fil des rencontres, puis en développant un lien de confiance avec toi, j'imagine que ça s'améliore. Oui. C'est ça. Oui. Fait que la vie n'est pas finie. Non, c'est ça, exactement. Tu nous as parlé des différents trucs que tu pouvais donner, les choses qui, pour toi, pouvaient être pertinentes pour les patients que tu rencontres. Puis quand on s'en était parlé avant,
tu me parlais de ça, là, de zoothérapie, de méditation. Tu m'as dit dans une journée, il faut au moins que tu fasses une affaire pour te détendre. Une tâche, quelque chose d'éducatif, puis quelque chose qui te détend. C'est qu'à chaque jour... tu veux apprendre de quoi, tu veux faire quelque chose pour te détendre. Puis une tâche. Au moins une tâche. Si tu es capable d'en faire plus, fais-en plus. Là, quelque chose qui te tente pas trop. Oui, la vaisselle ou le... Mais il faut que tu le fasses pareil. C'est ça. Une tâche, quelque chose d'éducatif, puis quelque chose qui te détend. Soit jouer un jeu vidéo, un bon comédie ou un film, la musique. Là. Puis toi, dans le fond, tu as cette rigueur-là, cette discipline-là de faire ces choses-là. Est-ce que, c'est-tu quelque chose qui va t'inquiéter si des journées tu le fais pas? Est-ce que c'est des... Ben c'est comment j'ai comme mon checklist quand je me couche le soir. Puis c'est là où souvent le hamster que je dis, la petite voix, là, il vient te chercher. Parce que quand je me garde occupé, super occupé, c'est pour ça que je me boucle tout le temps, là, ça me dérange pas. Mais quand j'arrive le soir, puis je fais toujours le reflet de ma journée, comment a été ma journée, puis j'évalue. Puis là, c'est là le petit hamster, le petit diable, là, il commence à me dire... C'est surtout quand tu fais des gaffes. Là, tu parles des voix, là. Oui, la voix du... Ben, moi, la voix du bon Dieu, c'est une voix que j'aime. Il parle pas souvent, mais c'est une voix que je veux pas perdre, c'est drôle à dire. Il parle pas souvent, mais je l'aime. Mais le diable, il était super fatigué. Beaucoup moins qu'avant, grâce au Avatar, mais... On va en parler tantôt, ça. Ça, j'avoue, grâce à Avatar, j'ai pu aller à l'université et tout ça, là, mais c'est ça. Regarde, on va en parler maintenant parce que tu l'amènes sur la table, puis je veux pas qu'on l'oublie. Fait on a parlé... T'as parlé que c'était compliqué des fois que la médication, il y a bien des effets secondaires, mais ça peut aider, puis il y a des moyens de s'entendre avec son psychiatre, son médecin pour faire les ajustements nécessaires. Après ça, il y a un paquet de changements que tu peux faire dans ta vie, des changements plus environnementaux, tu peux te donner des activités et tout. Mais, tu sais, la psychiatrie, c'est un domaine médical qui est en constante évolution. Il y a beaucoup de recherches qui se font, puis il y a des nouvelles modalités thérapeutiques qui émergent pour accompagner les patients en psychiatrie. Puis, par rapport à ce point-là, il y a une autre chose extraordinaire que tu as faite, parmi toutes les choses extraordinaires que tu fais, c'est que tu as participé à de la recherche dans le fond, par rapport à l'utilisation de la réalité virtuelle en psychiatrie avec le docteur Dumais, je crois. Alexandre Dumais, oui. Qui travaille à l'Institut universitaire de santé mentale de Montréal, donc anciennement Louis-Hippolyte Lafontaine. Pour les et à Pinel aussi. Et à Pinel aussi, hein, la réalité virtuelle, c'est ça. Fait que, on va parler de ça parce que c'est super intéressant. La réalité virtuelle, juste avant que tu nous parles de ton expérience, je vais définir qu'est-ce que c'est, là. Donc, ça s'appelle la thérapie Avatar. Puis la thérapie Avatar, ça utilise la réalité virtuelle en 3D pour traiter la schizophrénie chez les individus qui ne répondent pas au traitement pharmacologique. C'est développé à Montréal par le docteur Dumais et la docteure Stéphanie Potvin. Puis, le but de cette thérapie-là, c'est d'atténuer l'impact des hallucinations auditives, donc les voix dont Richard nous parle, chez les patients qui sont atteints de schizophrénie résistante. Cette approche novatrice permet aux patients de dialoguer, puis là, tout ça, ça vient de leur site, là, de dialoguer avec leur voix persécutrice dans un environnement virtuel. Quand je regardais le site de la thérapie Avatar, j'ai trouvé un témoignage que tu as fait, puis il était écrit, je vais juste te citer, là, parce que j'ai tellement trouvé ça beau. Tu as dit « Les voix que j'avais me paralysaient et je devais continuellement les combattre, ce qui me prenait toute mon énergie. Je n'étais pas fonctionnel. Grâce à la thérapie, j'ai diminué ma médication de moitié et je commence à ressentir des émotions pour la première fois depuis 16 ans. Grâce à vous, je retrouve mon humanité. J'ai commencé à travailler, je me sens utile et je contribue à la société. Vous avez changé ma vie. » Oui, Dr. Dumais, il fait partie de ma liste des crèmes de la crème, oui. Fait que, il y a quelque chose de magique là, dans ton expérience avec la thérapie Avatar, l'utilisation de la réalité virtuelle en psychiatrie. Parle-nous-en, c'est quoi? Comment ça marche? Bien, la thérapie, je pense que c'est en 2015 que Dr. Dumais m'avait proposé cette thérapie-là, puis j'étais le premier à l'essayer, puis disons, tu sais, j'étais bien techno, là, mais dans le temps, ça se faisait à Pinel. Puis c'est ça, c'est la voix que tu voulais te débarrasser. Moi, c'était le diable, le bon Dieu, je voulais le garder, mais le diable était réellement fatigant. Lui, tu voulais le flusher. Ah oui, c'était comme 10-15 fois par jour, là, tu sais, t'es un crotté, t'es un sale, t'es pas un bon père, t'es pas un bon... Nomme-le, il le disait, là. Fait que c'est des voix qui te persécutent. Ah oui, des fois, je marchais sur le trottoir, il dit, le char qui s'en vient, il va donner un coup de volant, va te rentrer dedans. Ou des fois, un jeune va rentrer dans l'autobus, il va sortir un gun, va se mettre à tirer. Ou quelqu'un va dans un mariage, quelqu'un va rentrer, va sortir. Toutes sortes d'affaires que tu veux pas voir, là, des choses que tu veux pas imaginer. Là, mais... Puis là, avec l'Avatar, mais c'est ça, on recrée
le diable, comme je l'ai... Ben, celui que vous voyez à la télé, ou, tu sais... parce qu'on a fait une campagne de financement, on a remboursé 50 quelques mille pour traiter 25 patients après la thérapie. Oui, c'est ça. Si ça intéresse les gens là, qui nous écoutent, prenez votre ordinateur, votre téléphone, votre iPad, là, googlez réalité virtuelle, Richard Breton, ça devrait sortir assez vite. Il y a des reportages qui ont été faits là-dessus. Vous pouvez écouter les reportages, puis vous allez voir, dans le fond, les images, puis vous allez voir les avatars qui sont créés, dans le fond, pour faire la thérapie de réalité virtuelle. En passant, le code d'éthique de Pinel n'a pas voulu que ma thérapie soit mise sur les médias, qu'on a dû le changer à 50 %, que le mien était beaucoup plus épeurant. Celui que vous voyez comme vert, là, il est quand même laid, là, mais le mien est encore payé. Ton avatar à toi, il est payé. Il est payé, ouais. Il ne voulait pas que ça soit dans les médias parce que c'est ton avatar à toi. Oui, c'est ma thérapie, ouais. Ça serait comme ça serait un bris éthique, si on veut, de partager ta thérapie comme ça. Oui, ils sont là pour justement protéger, parce que des fois, moi, j'ai comme un livre ouvert, mais non, il faut qu'on te protège un peu, tu sais. Oui, c'est ça. OK. Fait que l'avatar de Richard est encore plus laid que celui dans le documentaire que vous allez regarder. C'est ça, ben, moi, à ça, c'est 9 thérapies. Moi, j'avais fait 6 au début, avec la création aussi. Mais la première, c'était la plus rough, parce que Dr. Dumais, on crée l'avatar qui est le diable, puis on vise tout le temps de 80 % et plus. Après ça, on module la voix. 80 % de ressemblance? De ressemblance visuelle. Fait que la première étape, c'est la création. La création J'imagine que vous parlez avec comme des techniciens qui montent l'avatar. Ah, mais c'était bien simple. C'était comme un logiciel de police pour reconnaître tu sais, mais là, tu pourrais réellement changer la couleur de peau et tout, là. Mais c'est quasiment comme ça. Tu changes les yeux, le nez, la bouche et tout. Okay. Puis là, ben, tu pèses Enter, puis tu sais, c'est... Puis là, toi, tu t'en vas dans une salle, t'as quelque chose devant les lunettes yeux, 3D. Tu vois cet avatar-là, t'as des écouteurs, tu l'entends. Oui, on vise encore là, on module la voix pour qu'on vise encore le 80 % et plus haut. Puis là, le Dr. Dumais m'a demandé d'écrire toutes les conneries que le diable me disait, que j'aurais pu remplir 2 feuilles. Puis la première thérapie est vraiment... Lui, il va dans une autre salle. Juste à côté. Puis là, il dit ses affaires. Puis là, l'avatar, il est comme au-dessus de moi, en gros, en 3D. Puis là, quand le Dr. Dumais parle, mais c'est la voix modulée, que c'est presque comme je l'entends dans ma tête. Puis là, les lèvres bougent, puis il y avait comme 10 expressions faciales qu'il pouvait faire, là. Puis c'est ça, la première, il disait, mais utilise tes techniques habituelles. Puis moi, dans le temps, quand j'entendais le diable, je priais, tu sais. Puis je te dis, dans le temps, je priais comme 10-15 fois par jour. Puis là, le diable apparaît au-dessus de moi, puis commence à dire les conneries, t'es un crotté, t'es ainsi. Puis là, je me mets à prier, mais là, il s'en allait pas, tu sais. Puis il restait là, puis il était gros, puis tu sais. Que là, moi, je pensais que ça avait duré comme 25-30 minutes, la thérapie. Puis non, ça a duré 4 minutes et demie. Ben voyons. Puis la 6e thérapie, qui était la dernière, ma préférée, c'était la 4e, 3e, 4e. Mais je pense que la 4e, c'est ça, il a rentré les qualités. Puis j'avoue, quand ça fait, tu sais, 15-20 ans que le job t'a dit des conneries, là, ton estime de soi, il est pas fort. Il me dit d'écrire mes qualités, que j'ai dû aller voir mes amis, puis ma copine, dans le temps, écrit mes qualités. Puis même, c'était pas le même que... Pour essayer de fronter... Oui, parce que la 4e, c'est ça, on rentre les qualités, puis là, Là, le job apparaît, puis il dit des conneries, t'es un crotté. Puis là, Dr. Dumais apparaît. Il y a une caméra sur Dr. Dumais, puis il dit Richard, tu m'as pas dit que le job était menteur? Je dis oui. Il dit fais-tu plus confiance au job ou à tes amis? Mais à mes amis. Mais qu'est-ce qu'ils disent, tes amis, sur toi? Il m'a dit je suis généreux, je suis serviable, je veux aider. Mais il dit laisse-toi pas faire, dis-le au job. Que là, le job réapparaît. Puis là, tu sais, il est commencé à dire non, c'est pas vrai. Je dis mon ami Rémi dit que je suis généreux, je suis serviable, je veux aider. Fait que t'apprends à répondre au diable. Oui, puis là, c'est drôle. Quand j'ai commencé à le confronter, Dr. Dumais, avec ses switches, le job, il avait l'air surpris. C'est drôle à dire. L'expression, il avait l'air surpris. Puis là, c'est la première fois que je l'ai... Ça l'est fait dire. Ben oui, puis c'est comme... Puis justement, la 6e thérapie, moi, j'avais pensé que ça avait duré 5 minutes. Puis là, Dr. Dumais apparaît pour arrêter. Ben, on vient de commencer. Non, Richard, ça fait 25-30 minutes, tu le blastes. Moi, j'avais l'impression que c'était 5 minutes. Là. C'était comme... Ça devait te faire du bien de blaster. Ah oui, c'est comme, tu sais. Puis à cette heure, il est encore là. Il est parti à 80-90 %. Avant ça, c'était 10-15. Là, les pires journées, c'est peut-être 1, 2, 3 fois. Okay. C'est des murmures, puis je suis capable de le placer tout de suite. Là, tu le quand j'y parle, il prend son coin, puis tu sais, je l'entends pareil. Là, mais... Fait que t'es sans équivoque à l'effet que cette thérapie-là de réalité virtuelle a eu des impacts positifs pour toi. Là. Ça l'a participé au traitement. C'est grâce à ça que j'ai fait mon cours de père aidant avec la QRP à l'Université Laval, parce que si j'avais les voix 10-15 fois par jour qui me dénigraient tout le temps, non, oublie ça. Là, je me battais contre les voix. J'avais pas le temps de me concentrer à étudier, parce que chaque cours de 3 heures, mais tu as 3 heures de devoirs, puis de rapports, puis de travaux à faire. Tu sais, oublie ça de me concentrer. Puis déjà, quand j'ai fait mon cours de père aidant, on apprenait sur les différents, tu sais, comme bipolaire, ces choses-là. Puis quand on a fait TDAH, mais les 12 signes, c'était moi. C'était comme, oh my God, tu sais. Moi, je suis dans 65, on ne déclarait pas ça, là, mais c'est ça. En tout cas, j'ai... Fait que ça t'a permis de faire ton cours, de continuer de pousser positivement. Fait que ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est un rappel, parmi plusieurs autres choses qui se font en psychiatrie, c'est un rappel que
il y a des avancées qui sont possibles. Il y a moyen d'aller plus loin, il y a moyen d'offrir plus. Oui, comme l'arsenal principal qu'on connaît, c'est des thérapies, c'est de la médication. Les TCC, oui. Les TCC, exactement. Mais justement, avec l'Avatar, là, ils sont rendus à Avatar 3. Là, ils font une comparaison justement avec l'Avatar et le TCC. C'est ça. Donc, ils font une étude pour comparer la thérapie cognitivo-comportementale et l'Avatar. Ça va être super intéressant de voir les résultats de ça, d'ailleurs. Puis on vient de faire un autre... on vient de faire, à cause du cannabis qui vient d'être légal depuis plus qu'un an, on vient de faire une thérapie. Mais là, au lieu d'un personnage, c'est toi, un avatar, mais pour consommation. En tout cas, c'est une nouvelle thérapie. C'est super intéressant. Puis en attendant les résultats de la recherche qui compare la TCC et la thérapie Avatar, ils ont quand même fait une étude pilote dont j'ai vu les résultats qui révélaient que 70% des patients traités ont ressenti une amélioration de leur qualité de vie. 2, 90% des patients traités ont constaté une diminution de leurs hallucinations. 3, 100% des patients traités ont rapporté une diminution significative de l'anxiété et de la peur ressentie. C'est merveilleux. Ouais. Moi, je vais dire comme ça, c'était assez Ça a changé ma vie. Ouais. Fait que, vraiment super intéressant, cette histoire-là avec les avatars. J'espère que ça va continuer. J'espère qu'on va avoir plus de données là-dessus. Puis c'est quelque chose qui va pouvoir être intégré dans le fond. Je sais qu'Avatar 3, ils en ont encore pour 5 ans. Là. Je suis encore sur le projet. Je suis comme pérennement sur le projet avec Dr. Fait que tu continues, c'est ça, de t'impliquer. Là. On vient de finir une autre thérapie, mais pour le cannabis puis la santé mentale. T'es pas chômeur, ben. Hein? Non, j'ai pas de place pour une copine. Pas tellement. Ouais, c'est ça. Tu disais que tu avais commencé, dans le fond, à t'impliquer auprès de la thérapie Avatar à Pinel. Et donc, Pinel, où tu avais été patient par le passé. Tu sais, Pinel, dans l'esprit collectif là, au Québec, c'est quelque chose qui est vu... Qui fait peur. Qui fait peur, hein? Tu sais, c'est parce que... Qui fait peur parce qu'on entend parler de Pinel dans les médias, toujours avec des cas, tu sais, comme hyper médiatisés, parfois avec, tu sais, des éléments qui ne plaisent pas à l'esprit du tout, là, des histoires un peu même sordides. Moi, je le fais. Moi qui ai la schizophrénie paranoïde, quand tu écoutes les nouvelles, tu entends un fusillade d'un centre d'achat là, aux États, là, même moi, je dis, il est fou, là, tu sais, c'est comme, tu sais, puis il veut pas. Tu sais, quand on connaît pas la santé mentale, c'est pas à cause d'un diagnostic que c'est vite dit, là, fou, là, mais, tu sais, comment je peux dire ça? C'est pas le cas, là, tu sais, parce que, tu sais, la schizophrénie, c'est 1% de la population. Puis sur le 1% de la population, il y a seulement 1 à 2% qui vont commettre un délit. Dans les 1%, là, que c'est, même ils sont plus victimes de violence. Ils sont plus victimes, oui, c'est ça. Puis pourtant, juste pour dire, les alcooliques, tu sais, il y a 10% qui commettent des délits. Tu sais, on n'en bat pas tous les alcooliques, mais la schizophrénie, sur le 1% qui est schizophrène, il y a seulement 1 ou 2% qui commet un délit. Puis il y en a qui peuvent aller jusqu'à garocher un café. J'ai vu un gars rentrer à Pinel parce qu'il avait garoché un café. Il était itinérant, là, mais il avait garoché un café à terre dans un Tim Hortons, puis ils l'ont rentré à Pinel pour 2 ans. Mais c'est ça. Donc, c'est pas des... Non. C'est vrai qu'il était itinérant pendant plusieurs années, puis il y avait des tickets d'accumuler, là, mais la raison qu'il a rentré, il est rentré dans un team, il a commandé un café, il l'a pitché à terre, puis ils l'ont rentré à Pinel pour 2 ans. Dans le temps, tu viens de nous dire plusieurs choses très pertinentes. Un, c'est une très, très petite minorité des gens qui souffrent de problèmes de santé mentale qui vont commettre des crimes, qui vont être judiciarisés. Là. Donc, puis même qu'au contraire, les gens qui souffrent de maladies mentales sévères sont davantage victimes de crimes et de violences. Et tu nous as aussi dit qu'à Pinel, c'est pas vrai que c'est tous les grands Manitou de la criminalité. Là. Il y a des gens excessivement vulnérables, il y a des gens excessivement malades, il y a des gens qui ont commis des crimes mineurs aussi, et pour lesquels la maladie faisait partie du tableau. Là. Toi, tu as été patient là. Tu as vécu l'expérience de l'intérieur. Est-ce que tes perceptions par rapport à cette institution-là ont changé en date d'aujourd'hui? Depuis que j'ai été hospitalisé, oui. Ça prend du temps. Là. Au début, je disais, Pinel, c'est comme un gros éléphant. Puis comment tu fais à venir à bout d'un éléphant, mais bouchée par bouchée. Ça fait des années ça fait 15 ans que je m'implique. Puis là, ça fait 4-5 ans qu'on me paye. Avant ça, c'était bénévole. Mais moi, je te dis, Rome, c'est pas bâti dans un jour. C'est à piocher, puis ça va changer. Mais déjà, ça change. Là, parce que moi, je me rappelle... Tu sais, quand j'ai rentré en 2001, là, on arrivait avec ton plan de soins. C'est ça que tu dois faire si tu veux sortir de Pinel. Tu sais, que tu n'avais pas le choix. À cette heure, il était inclus dans le plan. Avant ça, tu es comme, tu sais, on décidait pour toi, mais à cette heure, c'est qu'est-ce que tu veux faire quand tu veux sortir? On t'accompagne. Tu sais, l'équipe est là pour t'accompagner. C'est plus comme on dit, si tu veux sortir, c'est c'est plus... on incorpore le client au lieu de le dicter. Des fois, il y en a qui le font, mais ils n'ont pas le choix. Au début, c'était comme punitif un peu, mais à cette heure, c'est plus, on l'inclut dans son rétablissement, dans le fond, on l'inclut dans son processus de rétablissement. C'est ça.
Vraiment intéressant. Donc, tu nous montres un peu que même pour quelqu'un qui est passé par là, il y a moyen de voir ça comme un établissement qui fait, parmi d'autres choses, du rétablissement, hein, puis qui vient, tu sais, qui aide, qui soigne. Ben oui, moi, quand j'ai rentré là, j'avoue, là, à chaque semaine, j'avais une thérapie de groupe, une thérapie individuelle, puis de l'autre-thérapie. À chaque semaine. Puis chez Pinel, là, tu manges toujours les mêmes repas, puis les semaines, ça ressemble, tu toujours les mêmes activités. Chez mon thérapie individuelle, là, c'était pénible. Il me posait pas de questions. Puis là, c'était comme, tu sais, raconter ta semaine à Pinel, c'est 5-10 minutes. Puis là, tu étais 50 minutes à se regarder. Puis là, je dis, ben, pose-moi des questions. Non, c'est quelque chose à dire, tu vas le dire. Puis là, ben, t'as-tu des enfants? Non, on n'est pas ici de parler de moi. Hey, quand tu fais 50 minutes, tu te regardes, tu remplis le temps. C'est quoi, fait que la thérapie individuelle, tu trouvais ça longtemps, oui. sauf que tu avais de l'art-thérapie. Ça, je trouve ça cool que tu le plugues, en fait, parce qu'un autre épisode du podcast qu'on a fait avec William Pelletier, qui est un médecin résident en psychiatrie, il est venu nous parler de l'art-thérapie. Fait que pour les gens qui nous écoutent, ça pourrait être intéressant d'aller écouter cet épisode-là. Toi, tu en as eu de l'art-thérapie. Oui. Puis 3 fois par semaine, oui. 3 fois par semaine, c'est beaucoup. Puis tu nous dis que c'était mieux que la thérapie individuelle dans ton cas? Oui, parce que, tu sais, disons, il me posait pas de questions, que c'était 50 minutes à se regarder, c'est long, là, tu sais, puis on n'a pas vraiment des grosses fenêtres, là. Qu'est-ce que tu faisais en art-thérapie? Ben, alors, thérapie, à un moment donné, j'ai fait des pyrogravures, là, tu sais, j'avais fait en tout cas, on fait des pyrogravures. À un moment donné, j'ai fait un avion avec des bâtons d'allumettes, là, mais ça te donne la patience, ça te donne, tu sais, ça te fait méditer, ça te donne le temps. Puis en plus, mais l'éducateur, il parle en même temps, là, tu sais, il y a des conversations, puis il apprend à te connaître, puis tu sais, c'est un peu la même chose, mais là, je le fais parce que j'ai déjà été patient, que je sais qu'est-ce qu'il vit, puis c'est quoi quand la porte se ferme le soir, puis à bord, puis tu sais, je peux compter quasiment sur une main ou deux les nuits qu'il n'y a pas eu trop de monde qui criait dans la nuit, là, tu sais. Oui, c'est ça. C'était pas facile de dormir non, c'est pas, tu sais, je peux compter sur quasiment 2 mains les nuits que j'ai passées tranquille, là, quand quelqu'un crie ou pique une crise, ça rappelle. Ben, j'en doute pas, ça doit marquer l'esprit, mais heureusement qu'il y a des personnes aujourd'hui, tu sais, qui sont suivies à Pinel, qui peuvent bénéficier de ton expérience et comprendre qu'il y a quelque chose après. Hein? Oui. Que c'est pas un signe de fatalité que de passer par là, puis ça signe pas que tu es une mauvaise personne ou qu'il n'y a rien à faire avec toi. Alors, la majorité de mes amis, c'est drôle à dire, qui ont été à Pinel, parce que quand tu rencontres quelqu'un qui ne connaît pas ce système-là, ça fait peur. Tu sais, juste dire Pinel, là. Moi, je me rappelle une fois, je m'en allais à un centre communautaire, l'Échelon, où j'ai fait 10 ans de bénévolat, puis l'autobus, c'est l'heure de pointe. C'était bondé, tout le monde était debout. Même moi, j'étais debout. Puis lui, il était assis. Puis là, il me voit et il dit, ah, salut Richard, comment ça va? T'es-tu encore à Pinel? Non. Tu prends-tu encore des médicaments? Oh, non, oui. Tu t'en vas-tu à l'Échelon? Puis là, ben, on était tous tassés. Puis à un moment donné, j'aurais pu même coucher à terre à force qu'il y avait de la place. Là. Tout le monde se tasse. Tout le monde se tasse. Tout le monde pense que t'es un dangereux. Oui, c'est ça. Puis il pense aux histoires sordides qu'il voit dans les nouvelles, qui sont à peu près les seules histoires où on va voir le mot Pinel. Donc, je pense que c'est important qu'on en parle, comme on le fait en ce moment, pour essayer de déconstruire ça, tu sais. Puis... Moi, la majorité de mes amis qui ont sorti dans le même année que moi, ils n'ont jamais rentré. Là. Ils sont sortis, puis ils sont stables, puis ils contribuent. Il y en a qui font des passes-actions, il y en a qui travaillent. Fait que c'est pas vrai que c'est juste du syndrome de la porte tournante, puis que les gens, ils reviennent tout le temps, puis que c'est pas vrai. Non, pas T'en es la preuve vivante, puis tes amis aussi. Puis il y en a beaucoup plus. Là. Il y en a encore plus, c'est ça. Pas mal. Les dossiers médicaux, justement, c'est confidentiel, mais il y a beaucoup plus. C'est comme je dis, juste dans l'autobus, là, juste 1 sur 5, c'est 8 personnes dans l'autobus. C'est pas écrit dans notre front, là, tu le sais pas. Là. Moi, je suis un peu flyé, ça se voit. Là, mais... les gens vont pas le dire spontanément. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça se voit pas. Puis, en terminant, Richard, j'ai des questions un peu plus générales. Là. Je veux juste prendre ton pouls sur ces choses-là. Fait il y a quelque chose que je me demandais vraiment quand je préparais mon entrevue avec toi. Tu as tellement vécu des choses difficiles, tu as tellement passé par des affaires rough, OK? Puis là, je parle à mon nom personnel, mais je suis sûr qu'il y a d'autres gens qui nous écoutent qui vont comprendre. Probablement que si j'avais vécu le 100e de ce que tu as vécu, là, j'aurais été complètement à table. Je sais vraiment pas comment j'aurais pu m'en sortir. Je sais pas qu'est-ce que j'aurais développé comme moyen pour redevenir heureux ou avoir du fun à t'impliquer, tout ça. Toi, tu le fais. Je me demandais... Pourquoi est-ce que tu t'impliques autant en santé mentale alors que ce qu'on voit dans d'autres cas, quand les gens ont des épisodes de soins, quand les gens souffrent de la maladie et qu'ils vont mieux, dès qu'ils ont la première occasion, ils vont vouloir sortir la santé mentale de leur vie. Puis ça, on peut comprendre ça parce que c'est quelque chose qui est souffrant, puis on n'a pas envie de traîner ça. Puis je peux comprendre que les gens auraient envie de passer à autre chose. Pourquoi toi, tu fais pas ça? Pourquoi tu continues de t'impliquer puis de faire de la paire aidance puis de venir ici puis de parler de ta maladie? Puis pourquoi
Pourquoi tu c'est flushes drôle, pas ça? à un moment donné, quand je faisais 15 ans de bénévolat, à un moment donné, plus que le trou dans ton CV grossit, à un moment donné, c'est 2 ans, 3 ans, tu travailles pas, 4 ans. Puis à un moment donné, tu essaies de cacher l'hôpital Pinel, mais puis quand ils voient Pinel, oublie ça, là, ils te retournent pas les appels. Là, à un moment donné, tu te dis, personne ne va m'engager. Que là, je commence à faire du bénévolat, j'ai commencé à m'impliquer. Puis justement, au centre de jour de l'Échelon, dans le temps, si j'étais bénévole, après les activités, je faisais le ménage. C'était 2 à 3 heures, mais je pouvais avoir toutes les activités gratuites. Que pendant quasiment 9-10 ans, là, j'ai pris des cours d'estime de soi, des cours de tam-tam, de guitare, de ciné, tout ce que je pouvais prendre. Puis, puis après les activités, à un moment donné, j'avais une activité, j'en avais 2. Après les activités, je faisais le ménage. Puis ça payait toutes mes activités pendant 10 ans. Même j'ai gagné... ça t'a aidé comme à faire le rétablissement. Des cours d'estime de soi, toutes sortes de cours. Mais aujourd'hui, maintenant que ça va mieux, pourquoi tu continues, puis tu t'impliques, puis tu veux en parler? Je veux pas que les autres déstigmatiser. Parce que moi, j'ai pioché fort. Parce que oui, il y a beaucoup de services, mais on dirait travailler en silo. C'est très dur. Moi, quand j'ai eu mon HLM après 8 ans d'attente, j'arrivais à Rivière-des-Prairies, puis la première fois, j'ai dit, je vais aller au CLSC. Il va savoir qu'est-ce qui se passe en santé mentale ici. J'arrive au CLSC, qu'est-ce que vous offrez en santé mentale? Je pense qu'il y a quelque chose sur Maurice Duplessis. Hein? Puis pourtant, le CLSC, c'est supposé être le centre de la communauté. Là, il n'y a pas de service. Là. C'est comme, il faut que tu pioches, puis je veux que ça change, je veux qu'il y ait des soins. Tu veux que ça change, tu es convaincu de la pertinence de ton rôle. Puis c'est pas à cause que moi, je pense que les intervenants avec qui tu travailles sont aussi convaincus de la pertinence de ton rôle. Oui. Hein? Ça touche beaucoup plus de monde qu'on croit. Là, puis c'est important d'avoir des... Puis à cette heure, comme je sais qu'il y en a quelque chose comme Valérie Plante, mais le 2 à 1, là, ça, je trouve ça merveilleux parce que tout ce que j'ai, moi, j'ai C'est quoi le 2 à 1? Le 2 à 1, t'appelles à la ville de Montréal, là, ou les banlieues, puis si tu as un problème alimentaire, problème de logement, problème n'importe quoi, t'appelles là, ils vont te donner les services de la région où tu es. Si tu as un problème alimentaire, tu as besoin de la nourriture, ou tu as besoin d'un logement, ou n'importe quoi, ils sont là. Ils ont au-dessus de 1000 ressources. Avant ça, tu pioches, il fallait que tu ailles sur Internet. Puis quand tu es à faible revenu au salaire social, l'Internet, c'est pas abordable. Que soit tu vas à la bibliothèque, puis quand tu ne connais pas trop ça, puis que c'est juste, moi, je suis persévérant. Mon père disait tête de cochon, là, mais moi, j'aime mieux persévérant. C'est les mêmes traits. Je cogne à la porte, je suis tête de cochon, mais persévérant, je cogne à la porte pareil. C'est les mêmes traits, mais tête de cochon, c'est négatif, persévérant, c'est positif. C'est juste la façon dont tu vois les choses. Tout à fait. Chaque chose qui arrive dans ta vie, oui, c'est négatif, mais je crois qu'on peut toujours sortir quelque chose de positif. C'est un peu le thème de ta vie. Hein? Oui, comment je peux dire, des fois, oui, la vie n'est pas facile. Comment je peux dire, je pense que la vie, c'est une école. On vient ici pour apprendre des leçons, puis, je sais pas, c'est l'entraide. On peut pas faire ça tout seul. Moi, quand j'ai vécu 1 an dans le bois, c'est drôle à dire, là, quand j'allais dans le village, là, j'avais peur de tout le monde. Là, j'évitais les gens. Puis c'est là où je réalisais qu'on est social, bien plus qu'on le pense. Même on le réalise là, avec le COVID, là, que, oui, le Zoom, c'est bon, mais donner un câlin à quelqu'un ou être en gang en quelque chose, c'est pas pareil. Oui, on ressent l'énergie. Parce que quand je fais des groupes d'entraide, on ressent, c'est pas pareil. En personne, on se dit, je sais pas... moi, je te dis, on vit dans un monde matériel, physique, mais il y a un monde spirituel. Si on vit dans la dualité, comme il y a le chaud, froid, jour, nuit, tout, mais il y a un monde physique, matériel, mais aussi un monde spirituel. C'est aussi important. C'est 50-50 que si on prend soin de notre santé physique, mais on néglige notre santé mentale, mais ça va pas. Là. Les deux vont ensemble. Il faut prendre soin de notre santé mentale, il faut prendre de l'air, manger bien, de bien dormir, faire de la méditation, faire du yoga ou de l'étirement, de la marche, avoir des animaux, un chat, un chien. Même si c'est marqué pas d'animaux, là, mais une perruche, c'est pas un animal, c'est un oiseau. Un poisson, je ne dis pas 10 000 gallons. Là, t'es en train d'essayer de donner des trucs. C'est des trucs, les lézards, je sais pas, ça prend un permis spécial, mais c'est quelque chose à t'occuper. À chaque jour, quand tu es tout seul, surtout l'isolement, parce qu'il y a bien des gens en santé mentale qui s'isolent, puis ils n'ont pas personne qui va cogner à leur porte ou les appelle, que c'est très dur, puis on ne sait pas les taux de suicide, mais déjà, c'était élevé en santé mentale, puis ça a dû être beaucoup plus élevé présentement. Là. Mais il faut couper l'isolement. C'est sûr que la période de la pandémie, du COVID, c'est une période qui doit être excessivement difficile pour les gens qui souffrent de maladies mentales. Même tout le monde, je pense. À cette heure, je pense on commence à en entendre plus parler, là, mais même personne qui n'a pas de problème de santé mentale est ressent de quoi. Là, c'est normal. Là. C'est clair. Oui, tout à fait. Fait que des conseils pour les patients, les clients que tu rencontres, tu en as 1000, mais puis faut mettre l'accent là-dessus. Je voudrais juste qu'on fasse une parenthèse aussi. Tu sais, Association Libre, le podcast ici, c'est un podcast... Tu sais que moi, je suis étudiant, je suis en train de finir mon cours. Tu sais, je veux devenir médecin. Puis j'ai mes collègues, j'ai mes amis qui vont écouter ça. T'as-tu des conseils pour les gens qui veulent travailler en relation d'aide? Tu sais, mes collègues puis moi, là. Assurez-vous que vous avez de l'aide vous-même. Moi, il y a une chance que l'armée... Tu sais, à cette heure que j'avais actionné l'armée, puis là, l'armée paye pour tout ce qui a rapport à la schizophrénie.
Moi, j'ai un psychologue qui est payé, merci l'armée, 25 thérapies par année. Parce que moi-même, j'ai un problème de santé mentale, puis je travaille avec des gens en santé mentale. Puis des fois, tu entends des histoires, tu sais, les personnes en santé mentale, surtout, là, je dis souvent, marche 1 000 dans leurs souliers avant. Souvent, je dis, on met un plaster sur une plaie. Là, dans le fond, ils ont tous des traumas. On est tous un peu brisés, mais en tout cas, je peux dire, c'est juste... faut qu'on soit capable d'avoir de l'aide nous-mêmes pour être en mesure de mieux venir en aide des autres. Puis, c'est super important que tu le dises parce que je pense qu'il y a peut-être des gens qui peuvent avoir la perception erronée que les docteurs sont infaillibles, puis que si tu es capable de venir puis de traiter les gens, puis que tu comprends les maladies, puis tu as un paquet de connaissances, ça fait un peu... C'est comme si ça faisait de toi quelqu'un d'immun, là, la maladie. Moi, pour baigner dans ce milieu-là, je peux te confirmer que c'est pas vrai, pas en tout. Non. Puis que tout le monde devrait effectivement avoir des psychologues à porter, que ça soit une mère monoparentale, même un parent, que même un couple, là, qu'il y a un enfant de 14 ans, que ça serait si facile comme les deux gars, tu sais, ils pèlent une crise à 14 ans, tu ouvres le manuel, tu fais ça, c'est réglé. Ça marche pas de même. On va avec notre vécu. Puis ça prend des gens à qui on peut se livrer, à qui on peut partager un espace sécuritaire où on peut faire le topo des fois sur ce qui va bien, sur ce qui va pas bien dans notre vie. Puis je pense que c'est juste sain que tout le monde ait. Puis tu vois, je peux dire ça, il y a personne et rien de parfait. Tu sais, sur la Terre, il n'y a rien de parfait, puis personne de parfait. On est tous un peu brisé, plus ou moins plus. Tu sais que, comment je te dis ça, on essaie de... Tout le monde fait son gros possible. C'est ça, un jour à la fois. Puis on essaie de s'entraider parce que la vie n'est pas facile pour personne. Puis il faut s'entraider malgré le COVID et tout. Là, mais, puis notre santé mentale est très... Autant que notre santé physique, les deux vont ensemble. Là, puis je pense que c'est ça qui nous définit en tant que race humaine, là, où ça va faire un petit peu plus philosophique, là, mais c'est justement notre capacité de se rassembler et de vivre ensemble, d'aider les autres à s'élever. Mais qu'est-ce qu'on a aujourd'hui dans le monde? C'est grâce en travaillant ensemble. Parce qu'on bâtit en communauté. On est des animaux sociaux. Ils disent souvent que quand on marche tout seul, on va plus loin. Mais quand on marche tout seul, on va plus vite. Mais quand on marche ensemble, on va plus loin. C'est quand on travaille ensemble, on va plus loin. Mais quand on va tout seul, on va plus vite. Mais ensemble, on va plus loin. Tu as tout à fait raison. Puis finalement, mettons en une ligne, est-ce que tu aurais des conseils pour les proches des gens qui vivent avec la maladie mentale? Parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent. Oui, souvent, c'est quand on a un proche, moi j'ai dû placer mon père quand j'étais dans l'armée, puis c'était pas facile. Là, quand tu as un proche, et puis le plus vite que vous consultez, moins longtemps, moins de médicaments pour le ramener, des fois un petit ajustement, mais le plus qu'on attend, on dit « Oh non, il va aller mieux demain ». Puis plus qu'on retarde, plus que ça va prendre plus de temps pour le ramener. Pas hésiter à reconnaître les symptômes, puis consulter, en parler, essayer de fermer ça dans le coffre. Non, parce que sinon, à un moment donné, j'ai vu ça souvent, puis je trouve ça de valeur. Souvent, on ne veut pas appeler la police, on veut pas, des fois, il va consommer, puis là, ça vient réellement que non, faut que tu demandes l'aide. Je dis souvent, si tu as choisi. Ça vaut à peine d'enlever le plaster, des fois. Oui, c'est ça. Je dis souvent, si tu as à choisir entre l'amour et le respect, choisis toujours le respect, parce que le respect sans l'amour, c'est pas l'amour. Je veux dire. Si tu n'as pas de respect, c'est pas l'amour. Si tu as choisi entre le respect, choisis toujours le respect. Parce que... Là, tu nous dis ça, dans le fond, parce qu'il y a des gens qui pourraient peut-être s'empêcher de faire des actions, d'amener la personne à consulter par amour parce qu'ils trouvent ça trop difficile de leur imposer ça. Mais si on respecte profondément cette personne-là et qu'on veille à son bien à long terme, il faut qu'on soit capable de poser des actions parfois difficiles pour amener ces gens-là à recevoir des soins. C'est ça, il faut l'amener des fois. Puis des fois, c'est comme... Il faut pas tolérer que votre fils qui va pas bien, qui vous frappe ou quoi que ce soit, ou qu'il vous parle, il faut réellement... Le respect est super important, mais le plus vite que vous consultez, ça va prendre peut-être presque pas de médication pour le ramener, moins longtemps qu'il va t'hospitaliser. Plus que vous attendez, plus de médicaments, beaucoup plus de médicaments, plus longtemps qu'il va t'hospitaliser, puis il va rester avec des séquelles peut-être. Parce que plus longtemps qu'il est en psychose, ça fait des cicatrices sur le cerveau qu'il faut consulter rapidement. Puis aussi, nous autres, comme parents, c'est pas facile. Là. Des fois, on se blâme. C'est-tu à cause que j'ai pris un verre de vin à premier mois de grossesse? C'est pas de ta faute. Il y a des millions. On sait pas c'est quoi les facteurs, mais c'est pas la faute des parents. Tu veux aussi que les proches déculpabilisent. Oui, c'est pas votre faute. Puis c'est plus vite que vous consultez, mieux que c'est. Moins longtemps qu'il va... Ça prend peut-être un petit ajustement de rien. Là, puis il sentira pas... il perdra pas des fois des années de vie, des années hospitalisées ou ces choses-là. Là, puis... Je suis convaincu que tes conseils vont faire chaud au cœur à des personnes qui nous écoutent, Richard. Je veux te dire le plus gros merci, qui est vraiment du fond du cœur. Je suis excessivement reconnaissant que tu sois venu ici pour parler de la paraidance, pour parler de ton vécu, pour parler de la thérapie Avatar, puis de plein d'autres choses. Je pense que ça a été super intéressant, super pertinent pour... J'ai eu du fun à avoir cette jase-là avec toi, puis je suis sûr que les gens qui nous écoutent auront eu du fun à nous écouter. Je veux envoyer un message aux gens en terminant là, qui nous écoutent. Donc, pour faire l'épisode d'aujourd'hui, moi, j'avais expliqué à Richard que je voulais y trouver un cachet. Parce que
T'es venu de l'autre bout de Rivière-des-Prairies, t'as refusé d'avoir un livre, tu t'es préparé, t'as tes notes. Pour moi, c'était important de te remercier puis d'essayer de trouver des sous pour toi, puis t'as refusé. Okay. Mais j'aime mieux, ouais, c'est ça complique les impôts, honnêtement. Quand j'ai fait les témoignages pour la police, tout ça, là, c'est comme travailleur autonome, c'est compliqué. Envoie tout à SQS. Moi, j'arrive bien avec ma paye. Exact. Fait que c'est ça le message que tu m'as dit. Tu m'as dit, j'arrive bien avec ma paye, pas besoin d'une scène de plus, envoyez ça à SQS. Fait que c'est exactement ça qu'on va faire. Je pense que les gens vont être dans un bon mood après t'avoir écouté. Puis s'ils veulent potentialiser ça, faire un petit don, là, que ça doit faire du bien. Fait que je vais leur dire comment le faire. T'as reçu des poids en plus. C'est ça. Fait que pour faire, si vous voulez faire des dons, je vais vous offrir 2 options. La première, donc les 2 sont ex-aequo, vous choisirez ce qui vous va. Ou vous faites les 2 si vous vous sentez bien généreux. Donc, pour la SQS, si vous faites un don, donc vous allez contribuer de manière concrète à l'amélioration de la qualité de vie des personnes touchées par la schizophrénie et les psychoses apparentées. Si vous n'avez pas de sous, vous pouvez aussi utiliser les hashtags sur les réseaux sociaux, hashtag certaines maladies sont moins visibles au pluriel ou hashtag SQS. Vous pouvez partager le podcast d'aujourd'hui et mettre ces 2 hashtags-là. Et donc, en soutenant la SQS, vous aidez à offrir du soutien et des activités aux personnes atteintes et leurs familles. Vous donnez du soutien pour informer sur la maladie, pour contribuer aux efforts pour contrer la stigmatisation, participer à l'avancement de la recherche et faciliter les soins. Donc, pour faire un don à la SQS, schizophrénie.qc.ca/don. Donc, schizophrénie, SCHIZOPHRENIE.qc.ca/don. Pour les familles qui nous écoutent et qui pensent qu'il y aurait besoin de support, qu'il y aurait besoin de parler avec quelqu'un, vous pouvez appeler au 1-800-349-9915. La SQS offre du support aux familles via des lignes téléphoniques. L'autre option que je vous offre, c'est la Fondation Pinel, donc la Fondation de l'Institut Pinel. Je vous rappelle les missions de l'Institut national de psychiatrie légale Philippe Pinel. 1. Évaluer et soigner les patients présentant un risque élevé de comportement violent. Enseigner au niveau collégial et universitaire, donc aux gens comme moi en formation qui vont travailler dans ces milieux-là. Effectuer de la recherche fondamentale et clinique, donc participer au développement de connaissances comme la thérapie Avatar, de laquelle Richard a bénéficié notamment. Et finalement, la dernière mission, prévenir la violence. Okay. La mission de la Fondation, c'est de supporter l'Institut et de contribuer à l'amélioration de la santé de ses patients en finançant des projets cliniques ou de recherche. Donc, si vous êtes intéressé à contribuer à ça, vous pouvez faire un don à la Fondation Pinel. Juste vous rendre sur le site fondamental.ca, FONDAMENTAL.ca. Justement, c'est grâce à la Fondation Pinel parce que quand j'ai été bénévole pour la thérapie Avatar et Dr. Dumais, je n'étais pas payé, c'était bénévole. Puis l'entente était que, tu sais, on peut pas te payer les entrevues, mais paye-moi mon cours de père aidant, puis je vais tout faire gratuit. C'est la Fondation qui a payé ça? Exactement. Fait que la Fondation, là, à laquelle je viens de vous inviter à faire un don, a payé le cours de père aidant à Richard. Oui, celui de l'Université de Laval, oui. On s'entend que vous n'avez plus de raison de ne pas faire un don. Oui. Merci d'avoir fait le point, c'est super apprécié. Donc, c'était tout pour cet épisode d'Association Libre sur la père aidance. Merci 1000 fois encore, Richard. J'espère qu'on va se revoir, qu'on va se reparler. Merci. Si vous avez des commentaires, si vous voulez nous faire part de vos associations libres, vous pouvez nous écrire à associationlibrepodcast@gmail.com, association libre au pluriel, podcast@gmail.com. Et on espère que ça leur a été plaisant pour vous. Puis, on veut vous revoir comme auditeur pour un prochain épisode. Suivez-nous. Merci, Richard.